Bonjour pour tous ceux qui nous rejoignent sur ce premier webinaire d'un cycle de 5 où nous allons parler des questions de transition. Tout ça parce que dans les entretiens agronomiques Olivier Dessert de cette nouvelle édition, eh bien, nous souhaitons traiter la question des activités, des compétences des agronomes dans un contexte de transition. Dans un premier temps, nous avons ce cycle de webinaires et ensuite, nous avons prévu d'avoir des entrées sous forme d'ateliers dans différentes régions de France où on traitera des questions de transition et de modification des activités et d'évolution des compétences des agronomes. Et pour cela, on aura 4 ateliers qui se passeront en région entre décembre et avril pour terminer sur un séminaire de synthèse qui aura lieu sur le domaine historique d'Olivier Dessert en juin 2022. Et donc, pour tous ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle que vous êtes dans un mode webinaire. Ça veut dire que vous avez trois possibilités d'interagir avec nous. La première possibilité, c'est le chat ou la discussion. Vous conversez selon votre version de Zoom qui vous permet de nous donner des informations ou de nous faire part de liens ou autres qui peuvent intéresser le sujet et qui peuvent être dans le débat. Mais on vous conseille de poser toutes vos questions aux intervenants dans la rubrique Q&R pour questions et réponses, pour éviter qu'on vous les oublie, puisque c'est à partir des interventions que nous pourrons vous relayer vos questions auprès des intervenants. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi lever la main si vous le souhaitez, si vous avez un éventuel souci technique ou autre, et je serai là pour vous aider si besoin. Voilà pour cette introduction. Et donc, ce premier webinaire, que je le disais, permet d'aborder la question des transitions de manière générale. Et on a fait le choix pour chacun des webinaires d'avoir un expert qui est extérieur au monde de l'agriculture, qui va venir nous parler de ces questions de transition. Alors d'abord, cette semaine, on aborde de manière générale, et les 4 semaines à venir, on entrera par une des 4 transitions qu'on a souhaité approfondir. Transition alimentaire, transition numérique, transition énergétique et transition écologique. Et donc, pour ce premier webinaire, on a le plaisir d'accueillir Michel Colombier, qui est économiste, mais qui est surtout directeur scientifique de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, et qui, dans ce cadre, participe et est membre du Haut Conseil pour le climat, et donc qui a une vision très large de ces questions des transitions. Et puis, évidemment, pour ce premier webinaire qui aborde les questions de manière générale, on a demandé à notre président actuel de l'Association française d'agronomie, Antoine Messéan, qui est chercheur à INRAE, d'être le discutant des propos de Michel. Voilà, donc je vous propose maintenant d'entrer dans la thématique. Et Michel, tu as la parole pour pouvoir dire ce que tu as envie de nous dire et donc de dire aux agronomes, puisque quand même la plupart des participants sont quand même plutôt des agronomes. Michel, à toi pour, tu peux te présenter un peu plus et puis nous dire ce que tu veux nous dire. Merci, merci Philippe pour cette introduction. Bonjour à tous et merci de m'inviter à l'ouverture de ce cycle de réflexion sur la question des transitions. Non, je ne vais pas dire beaucoup plus sur moi, si ce n'est que j'ai peut-être un peu trahi la cause, mais à l'origine, je suis agronome aussi, même si ce n'est pas vraiment dans ce champ-là que j'ai déployé mon activité. Je pense quand même que ça m'a beaucoup aidé. Le type de formation qu'on a, ça m'a, je crois, beaucoup aidé dans un monde où j'ai rencontré des gens avec des formations très différentes. C'était assez complémentaire, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Moi, je voulais en fait essayer d'organiser cette discussion, du moins cette introduction, sur 3 points que je vais essayer de partager avec vous très rapidement, puisque votre sujet, c'est les transitions, et je voulais revenir sur 3 questions. La première, c'est pourquoi cette injonction des transitions? Pourquoi d'un seul coup, tout le monde se met à transiter, les entreprises, les gouvernements, etc. Est-ce qu'avant, il ne se passait rien? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça implique?
La deuxième chose, c'est la question de comment on peut les penser, ces transitions. Qu'est-ce que c'est conceptuellement? Qu'est-ce que ça suppose comme cadre de pensée pour savoir ce qui est attendu des transitions, la façon d'essayer de les mener à bien, en tout cas, qu'est-ce qu'on essaye de faire. Et la troisième chose, évidemment, et la plus importante, c'est que si ces transitions sont importantes, ben, il y a une question de savoir comment on les gouverne, comment on les met en œuvre, comment on fait en sorte qu'elles ne soient pas uniquement des vœux pieux, mais que finalement elles se réalisent. Alors, ça c'est un cadre. Je vais revenir sur cette question d'injonction des transitions, parce qu'évidemment, la question d'un besoin ou de changement, etc., n'est pas une question nouvelle. On a un cadre aujourd'hui, je crois, qui est nouveau, pour deux raisons. Le premier, c'est qu'on a d'abord un certain nombre de questions structurelles, notamment dans le domaine de l'environnement, qui sont des questions qui ont pris à la fois une nature et une dimension très particulière, nature globale, interdépendance de ce point de vue-là des pays, de l'ensemble de la planète. C'est évidemment la question du climat, c'est évidemment la question de la biodiversité. C'est aussi la question d'un certain nombre d'autres limites de la planète, hein, comme ça a été popularisé par un article célèbre. Et donc, on est face à des questions qui sont des questions quand même d'une ampleur un peu inusitée par rapport à la fois à l'action humaine, aux conséquences possibles de son action et aux besoins de changement. Ça, c'est une chose sur la nature. Il y a autre chose qui est important, qui est la façon dont cette injonction a été construite depuis 15 ou 20 ans, qui explique quand même le fait qu'elle produise une mise à l'agenda réelle. Et en particulier, vous le savez, du côté du climat, le travail du GIEC, de l'IPCC, le travail plus récent de l'IPBES dans la question de la biodiversité, qui ont finalement créé un référentiel scientifique dans lequel il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension évidemment d'alerte, mais il y a une dimension aussi d'injonction à l'action, même si formellement le cadre de leur travail n'est pas censé être un cadre de décision d'action, mais c'est bien une injonction à l'action qui nous renvoie. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est important parce que ça veut dire que face à ces questions-là, et notamment pour les questions qui vont renvoyer à des débats un peu planétaires de diplomatie, de discussion, on rentre dans un cas nouveau où on ne peut pas simplement faire des deals, on ne peut pas simplement être satisfait d'un progrès ou d'une acceptation, c'est acceptable, ce n'est pas acceptable. On a un référentiel qui a été construit en commun par des scientifiques de différentes disciplines. Et on a donc des cibles qui sont objectivées quand même, alors qui sont des cibles mais en output, c'est-à-dire des cibles sur des émissions de CO2, des cibles sur des pollutions des eaux, etc. Pas du tout des façons évidemment d'intervenir, mais on a un cadre qui devient un cadre normatif. Et ça, c'est extrêmement important. Donc ça, je pense que dans la puissance de ce travail-là, quand même, a été très forte au cours des 20 dernières années, et on voit bien l'impact et la relation entre l'évolution de la connaissance scientifique, la façon dont elle s'affirme, la façon dont elle prend en charge ses alertes et dont elle les traduit progressivement dans une forme de prescription, même s'ils n'aiment pas ce mot-là, a un impact direct dans la façon dont nous, on réfléchit, nous, je dis d'une façon générale, les gens qui essayent d'être dans l'action de la transition, dont on réfléchit et dont on arrive à réfléchir collectivement. La deuxième chose, c'est qu'on a évidemment concrétisé ça aussi dans des outils de gouvernance, puisque l'enjeu est global, dans des outils de gouvernance qui sont très globaux et qui nous renvoient donc un certain nombre de responsabilités, des conventions aux Nations Unies, des engagements devant différentes assemblées et dans différents cadres, qui font qu'il y a un agenda politique, qui est un agenda qui est devenu un agenda global et universel, ce qui est extrêmement important. Alors cet agenda, j'y reviendrai un petit peu à la fin dans la question de la gouvernance, évidemment, parce que je ne suis pas en train de dire qu'on a une gouvernance globale descendante et que maintenant on est dans une mise en œuvre. Je ne vois pas du tout les choses comme ça. Mais il est évident que la construction de ce cadre de gouvernance depuis une vingtaine d'années joue un rôle absolument énorme dans la mise à l'agenda politique. Alors, à l'autre bout de l'affaire, on a bien sûr ces injonctions environnementales qui sont très fortes. On a d'autres injonctions qui pèsent sur cette question du changement, et il y en a qui sont évidemment d'origine technologique.
On voit des boulets numériques, on voit des boulets, des connaissances totalement nouvelles dans le domaine de la biologie. Moi, je vois dans le domaine de l'énergie que je connais des bouleversements majeurs qui renversent complètement les équilibres économiques, etc., qui ont pu être ceux qui ont permis de construire les systèmes énergétiques précédents. Et ces innovations-là, ces bouleversements-là sont à la fois générateurs, évidemment, de mouvements accélérés et qui nous questionnent. Je ne sais pas si on peut parler de transition, mais oui, d'une certaine façon. Et c'est à la fois des menaces et des opportunités. Donc, on a une question de la relation maintenant à cette technologie qui est de savoir comment on vit cette évolution et qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on décide de la piloter au service d'un certain nombre de questions? Et dans ces questions, j'ai cité l'environnement, mais on est aussi dans un contexte où pas mal de promesses du développement, voire du développement durable tel que défini dans les années 70-80, bah, ces promesses, elles ne sont pas tenues. On est quand même dans un monde où l'agenda économique et social demeure un peu chaud, pour le dire franchement. Les questions de pauvreté, les questions de justice, les questions d'inégalité qui vont croissant dans un certain nombre de pays, etc. Et donc, on a bien un agenda sur l'ensemble de ces sujets. Et c'est un agenda que, je pense que vous le savez, je vais rien dire de nouveau par rapport à personne, mais qui a été incarné par ce qu'on appelle les objectifs de développement durable. Je vais juste revenir dessus une seconde aussi, parce que c'est intéressant de se dire pourquoi finalement on a posé ce cadre-là comme cadre collectif de l'action. On avait déjà travaillé au niveau international sur du pilotage par objectif. Et on a eu, par exemple, à Johannesburg, 2002, je crois, un cadre d'objectif mondial du développement avec quelques objectifs très sectoriels, comme par exemple l'accès à l'eau. Les OMD, il y a trois choses qui sont nouvelles et qui sont assez caractéristiques de cette question des transitions qu'on doit mener. La première, c'est que c'est un cadre qui est censé être universel. Ce n'est pas un cadre pour les pays en développement, ce n'est pas un cadre pour les pauvres. C'est censé être un cadre de progrès humaniste global qui nous concerne tous et que chaque pays peut s'appliquer à lui-même, que chaque société devrait s'appliquer à elle-même en termes de progrès collectif. Donc ça, c'est extrêmement important dans la nature de la pensée. Puisqu'on a des problèmes globaux, est-ce qu'on est capable de penser en fait des cadres qui soient des cadres universels, des valeurs universelles, même si après, évidemment, la déclinaison en chaque contexte, elle, doit être absolument appropriée au contexte dans lequel on travaille. La deuxième chose, bien sûr, c'est que on se rend compte que du coup, on est obligé de poursuivre en parallèle tout un certain nombre d'objectifs qui sont sociaux, environnementaux, des suivis de cadres techniques. Vous voyez là-dedans qu'on a des questions de numérique, des questions d'environnement, etc. Michel, le mettre en projeté Pardon, plein écran. excusez-moi. Et puis, voilà, pardon, Très bien. excusez-moi. Et puis, donc, la dernière chose, c'est que ça va évidemment me poser une question qui est une question de comment on gère tous ces objectifs ensemble? Est-ce qu'on découpe ça? Est-ce qu'on ne peut plus découper le monde en objectifs? Puisque finalement, ce cadre-là, c'est un cadre pour l'instant d'objectifs, de cibles, de progrès. Est-ce que c'est vraiment un cadre de gouvernance? Je crois que ça, c'est une vraie question. Et je vous renvoie, je crois que c'est vous, Philippe, qui aviez rédigé dans l'introduction du séminaire la façon dont l'Agence française de développement, elle, décide de mettre en œuvre ce cadre des ODD. Et je trouve ça extrêmement intéressant, puisqu'elle le met en œuvre autour de, je crois que c'est 6 transitions. Donc, on va revenir sur cette question des transitions. Mais simplement, quand on voit comment elle les caractérise finalement dans son registre d'action à elle. C'est-à-dire que finalement, elle reprend son registre d'action, qui est un registre d'action dans lequel on va avoir de l'énergie, qui est un registre d'action dans lequel on va avoir de l'économie et de la finance, etc. Et c'est à l'intérieur de ce registre d'action qu'on va devoir retrouver la préoccupation pour un progrès sur l'ensemble de ces critères lorsque pertinent. Et je crois que c'est le bon cadre de mise en œuvre. Et donc, la réflexion que vous avez, vous, sur finalement un secteur qui est, enfin, le métier de l'agronome et un secteur qui est notamment cette question de transition alimentaire et agricole fait tout son sens, à mon avis, de ce point de vue-là. Alors, je voudrais venir sur le deuxième point, qui est cette question finalement de qu'est-ce que c'est que ces transitions, comment les définir. Parce que donc on a des injonctions, on a des objectifs. Typiquement, il faudrait réduire les émissions quasiment à zéro, etc. Comment penser ça? Alors, la première chose, c'est que moi, il y a une chose qui m'énerve souvent, c'est quand on démarre en se disant il va falloir changer.
En fait, on est dans un monde qui est en perpétuel mouvement, et il y a un modèle de pensée là-dessus qu'on appelle trajectoire socio-technique qui m'interpelle beaucoup, et je crois que Antoine Messéan aussi, que je trouve très intéressant, qui nous montre finalement comment comprendre le changement dans une société entre le changement technique, le changement social, le rôle des institutions autour. Et ce qu'on tire de ça, c'est à la fois qu'on est de toute façon en permanence dans ces sociétés évidemment qui évoluent, dans lesquelles il y a un mouvement, mais que cette évolution est extrêmement complexe et qu'on peut avoir à certains moments des verrouillages dans ce système-là, et que donc il ne suffit pas de trouver des solutions techniques entre ingénieurs, entre agronomes, etc., en disant il y a un problème d'environnement, j'ai une solution. La vraie question est de savoir comment une société va pouvoir s'en emparer et où est-ce qu'il va falloir agir pour qu'une société s'en empare. Et c'est là où ce modèle théorique, je trouve à la fois intéressant, fascinant, et à la fois pas totalement opérationnel, parce qu'il ne nous donne pas toutes les solutions à ça. Et je dois dire qu'à mon avis, ces solutions, pour l'instant, on essaye de les mettre en place un petit peu sans cadre vraiment universel. On essaye de découvrir. Découvrir quoi? Puisqu'on a des problèmes qui sont des problèmes avec une vision un peu normative de ce à quoi on doit arriver en termes de résultats, encore une fois, ça nous oblige évidemment à essayer de penser des visions du futur. Et on est obligé de partir par là. C'est-à-dire que si on veut s'écarter de l'endroit où on est aujourd'hui, si on veut essayer d'imaginer comment répondre à des défis aussi complexes sur l'ensemble des dimensions, il faut se projeter suffisamment loin et se dire comment on peut imaginer, comment on peut inventer ça. Ce n'est pas seulement de la projection et de la prospective technologique, c'est d'essayer de se projeter en essayant de comprendre comment aussi les cadres de fonctionnement économiques, sociétaux, institutionnels, etc., pourraient permettre d'imaginer des espaces de solutions dans lesquels on répond à ces questions. Donc c'est ce que j'appelle penser des cibles, mais en fait, ce n'est pas non plus de la planification, ce n'est pas du ghost plan. On n'a pas tous les éléments de la solution, évidemment, à 40 ou 50 ans. On ne peut pas aujourd'hui prévoir, ce n'est pas la question, et donc on ne peut pas mettre en marche des transitions avec un plan comme ça, du passage du court terme au long terme défini parce que l'on aurait trouvé le bon atterrissage. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est mettre en perspective avec cette ou ces visions que l'on peut débattre de solutions futures, les enjeux d'aujourd'hui. Et les endroits où aujourd'hui la société doit se mettre en mouvement, les endroits où elle ne peut plus continuer telle qu'elle fonctionne. Et donc, ça veut dire qu'on définit des chemins d'action, on doit se rapprocher aujourd'hui d'une question de la décision et de savoir aujourd'hui où est notre responsabilité à agir, étant donné ce qu'on connaît et étant donné les espaces de solutions qu'on est capable d'imaginer. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas évidemment dire ce qu'il en sera totalement, et on ne peut pas non plus attendre pour agir, et on doit donc construire des chemins qui sont des chemins de mouvement nécessaire et d'évolution. La deuxième chose par rapport à ça qui est importante, c'est que dans ces chemins, on ne doit pas oublier qu'on est face à une demande pour une grande radicalité. On est face à des défis qui ne permettent pas d'imaginer simplement des évolutions incrémentales. Donc, on est face à une grande radicalité, et la question est de savoir, la radicalité, c'est aussi une difficulté, évidemment, c'est un enjeu, une difficulté. La radicalité, dans beaucoup de domaines, c'est rompre quelque part soit la tranquillité, je dirais, un peu technique dans laquelle on travaillait sur un certain nombre de méthodes de travail, d'optimisation, etc., soit aussi la radicalité, c'est évidemment remettre en question des cadres, des contrats qui lie notre société autour d'un certain nombre de valeurs, d'arrangements, etc. Et donc la radicalité, c'est normal, elle fait peur, elle soulève des problèmes d'intérêt, elle soulève des problèmes de risques individuels, collectifs, pour des entreprises, pour des gouvernements. Donc on doit se confronter à cette radicalité et savoir comment l'incorporer dans la décision de court terme, dans la nature des décisions qui vont bien nous amener là où on veut aller, et pas simplement qui vont montrer qu'on engage un mouvement sur quelques indicateurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, par exemple, sur la question du climat, la question n'est pas tant de se dire est-ce qu'on réduit un peu les émissions aujourd'hui, mais la question est bien de savoir est-ce qu'on est en train de construire de nouveaux systèmes énergétiques, urbains, agricoles, etc.,
qui sont en train de mettre en place les éléments de la solution d'un monde radicalement différent. Et c'est un enjeu pour moi extrêmement différent. Et dans cette affaire-là, évidemment, on a une imbrication de changements techniques. On a besoin de mobiliser de la connaissance et du changement technique. On a besoin de continuer, évidemment, à développer nos connaissances et nos options techniques. Mais on voit bien que les techniques sont totalement dépendantes et imbriquées dans un certain nombre d'institutions, dans nos modes de vie, dont on n'est pas forcément décideur à titre individuel, parce que ces modes de vie-là eux-mêmes sont imbriqués. Les choix alimentaires, les choix de transport, etc., sont imbriqués dans des façons dont nos sociétés ont progressivement organisé, incarné dans des infrastructures, etc., la façon dont on peut faire des choix individuels. Donc, on a quelque chose d'assez complexe, évidemment, sur la nature de ces choix. Et il n'y a pas, pas qu'une façon d'envisager des transitions, il n'y a pas qu'une façon d'y arriver. Et donc, on a un besoin de faire entrer du jugement politique et donc du débat, du débat social dans cette question-là. Ce n'est pas juste une question d'experts. Donc, il y a un très grand rôle, mais je vais y revenir pour les experts. Mais on n'est pas habilité, je crois, à dire tout seul quels sont ces chemins. Et ça m'amène à mon dernier point. Je vais essayer de ne pas durer trop longtemps pour qu'on ait le temps de débattre. À mon dernier point qui est, du coup, comment on gouverne tout ça? Comment on essaye de se mettre en mouvement? Alors, je l'ai dit, finalement, le cadre dans lequel ces injonctions ont progressivement été construites, structurées, nous a mené à avoir un certain nombre d'institutions globales, internationales, qui aujourd'hui ont partout à leur agenda elles-mêmes cette question des transitions. On peut penser par exemple aux conventions sur le climat, aux conventions sur la biodiversité, aux ODD. Mais la vision qu'on pouvait peut-être encore avoir il y a un certain nombre d'années, d'une vision un peu descendante, puisque c'est des problèmes globaux, parlons-en au niveau global. Et puis ensuite, on va avoir une vision un peu descendante dans laquelle, puisqu'on a un accord global, on va mettre ça en œuvre dans des pays, et au niveau des pays, on va développer des politiques et on va progressivement amener les acteurs à faire les transitions que l'on souhaite. En fait, cette vision-là ne fonctionne pas vraiment, elle ne fonctionne pas pour des tas de raisons. Elle ne fonctionne pas d'abord parce qu'on n'a pas vraiment d'outils de gouvernance globale qui puissent s'imposer, comme vous le savez, à des pays et puis à des acteurs, etc. Et surtout, elle ne fonctionne pas parce que dans la volonté, la capacité d'inventer ces chemins futurs, justement, on ne peut pas les décréter. On doit les inventer en même temps qu'on met la chose en mouvement. Et je crois que c'est cette question des articulations multi-échelles et de comment on mobilise à tous les niveaux cette capacité d'innovation et en même temps cette convergence vers des transitions dont on définit un objectif commun. C'est, si on prend la façon dont l'accord de Paris est très différent de ce qu'on a pu faire jusque-là, c'est un assez bon exemple. L'accord de Paris, il a réussi à inscrire dans un cadre qui est un cadre très politique, la vision des derniers rapports de l'IPCC, qui est une vision assez radicale, qui est quand même d'arriver à, j'emploie un mot qui est un peu fourre-tout, neutralité carbone à 2050, c'est compliqué, il y a plusieurs gaz, etc. Mais l'idée, en gros, que sur la deuxième moitié du siècle, la façon dont on interfère avec l'atmosphère ne devrait plus s'accompagner d'une capacité de réchauffement de cette atmosphère. Bon. On crée un cadre comme ça, et on crée un cadre comme ça dans lequel on dit mais les pays, finalement, ils amènent un peu chacun sa recette, chacun fait ce qu'il veut. Et donc, c'est un cadre dans lequel on n'a plus vraiment une injonction d'en haut avec des sanctions, etc. Chose qu'on n'a jamais réussi complètement à faire. Et toute la question qui est posée par le cadre de Paris aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure ce cadre aujourd'hui est suffisamment puissant pour être un référentiel de tout un certain nombre d'actions, des actions privées, des actions civiles. On voit qu'il y a de la justice climatique qui se crée, etc. De sorte que le travail qui se fait au niveau des pays est un travail qui va se construire dans le cadre classique de la politique finalement locale et des pays, de création de solutions, de mise en œuvre de politiques, et que le cadre de Paris est un cadre qui est à la fois l'injonction et le réceptacle de cette dynamique, qui n'est pas juste ce qu'on appelle du pledge and review, c'est pas chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ce qu'il peut, mais c'est bien la création d'un cadre politique dans lequel il y a une responsabilité et dans lequel on va mettre des acteurs en responsabilité de l'action. Donc ça, c'est un pari, on peut voir si ça fonctionne. On a la même question entre le public et le privé. On ne peut pas être uniquement dans un cadre
classique d'injonction, de changement de la loi, d'obligation et de command and control. On a besoin de ce cadre-là. On a besoin de changer radicalement aussi les anticipations que l'ensemble des acteurs privés font de ce que doit être le futur et de la façon dont ces changements peuvent advenir, de la façon dont eux-mêmes doivent bouger. Et ce besoin d'anticipation de leur part, ce besoin d'alignement quelque part de leurs préoccupations avec ce vers quoi on veut mener nos sociétés est absolument essentiel. Et je ne suis pas en train là de dire simplement le monde privé va de lui-même changer, etc. Mais l'important est qu'on l'amène à lui-même à avoir une capacité d'internalisation de ces questions-là et d'anticipation, et pas simplement de réponse à une injonction politique et de réponse à des lois, des obligations, des taxes ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une gouvernance aussi finalement très particulière qui se met en place qu'à un an, mais qui est assez passionnante d'une certaine façon. Et du coup, là-dedans, je voulais juste revenir en conclusion sur la question du rôle à la fois de la science et de l'expertise dans cette affaire. Parce que, vous l'avez dit, moi je suis membre du Haut Conseil pour le climat. On pourrait se dire à quoi sert un truc comme ça. Il y a déjà l'IPCC, donc si c'est pour nous dire c'est quoi la science, qu'est-ce qu'on attend de l'action publique, l'IPCC fait son travail, le GIEC. On n'a vraiment rien à ajouter là-dessus. On n'est évidemment pas du tout à l'échelle de la mise en œuvre de façon extrêmement concrète. Je crois qu'on a deux rôles. On a un rôle, nous, qui est d'arriver à faire un bilan de l'action telle qu'elle est menée au quotidien, cette action de court terme, et de la rapprocher des enjeux de long terme, et de construire le lien entre les deux en se disant, mais finalement, est-ce qu'on va dans les directions voulues? Est-ce qu'on construit les espaces d'ailleurs de pensée, puis les espaces d'action qui nous mettent en cohérence entre ces questions de court terme et de long terme, ce qui est une chose qui n'est pas simple. Et ça, c'est donc une responsabilité un petit peu de regarder l'action publique, l'action gouvernementale, l'action des entreprises. Mais on a une deuxième responsabilité, me semble-t-il, qui est celle aussi d'ouvrir la possibilité de le faire, parce que je disais, dans tout ça, il y a des changements importants dans les contrats sociaux tels qu'ils sont, et on doit être capable d'en poser les termes et de permettre à cette action de se développer. Du coup, nous, on a besoin, évidemment, de scientifiques et d'experts dans un travail comme ça. Et de ces scientifiques et de ces experts, on attend plusieurs choses. Alors, il y a des choses qu'ils ont déjà fait, qu'ils ont fait très bien et qui continuent à faire très bien, c'est l'alerte. Un premier registre. Un deuxième registre qui est plus compliqué, selon les sujets sur lesquels on travaille, c'est de créer des métriques. Parce que, je l'ai dit, il ne suffit pas de discuter et de se donner des objectifs en disant on en est content, il faut répondre à des problèmes. Pour répondre à des problèmes, il faut des métriques. Alors, ces métriques, c'est compliqué parce que je vais prendre toujours le cas sur lequel j'ai plus travaillé que d'autres, mais on sait bien qu'on se dit, ah, tiens, dans le climat, c'est facile, les métriques, il suffit de mesurer le gaz, et dans la biodiversité, c'est un peu plus compliqué, parce que justement, il y a le mot diversité dans biodiversité, donc la métrique unique n'est pas là. Mais en fait, c'est plus complexe que ça, parce qu'on se rend compte que les métriques qui nous permettent à la fois de construire des politiques et de mesurer leur adéquatie, la qualité de leur réponse à l'injonction des scientifiques, c'est des métriques de l'action, c'est des métriques du changement. Ce n'est pas des métriques nécessairement de l'effet ultime. Et donc, ce n'est pas tant les émissions de CO2 qui sont les bonnes métriques d'une action aujourd'hui en matière de climat, que des métriques un peu plus fines qui nous disent quels sont justement les changements technologiques, infrastructurels, institutionnels qui sont en train d'advenir et quels systèmes ils sont en train de nous préparer. Est-ce que ce système-là sera capable de répondre? Donc, cette construction des métriques est extrêmement importante. À l'intérieur de ces métriques, évidemment, de construire des cibles. Et là, il y a une difficulté pour le scientifique quand il devient expert aussi, qui est jusqu'où les cibles doivent être réalistes pour ne pas faire peur, et jusqu'où les cibles doivent être suffisamment cohérentes avec ce que nous dit la science, évidemment, pour répondre aux problèmes. Et c'est une question qu'on a assez régulièrement. Catastrophisme ou réalisme est assez compliqué. Et puis après, il y a deux injonctions qui sont un peu contradictoires. Je terminerai là-dessus, puisque ça va être directement votre responsabilité quelque part. Évidemment que face à ces questions-là, on a un vrai défi qui est d'ouvrir le champ des possibles. C'est le rôle de la science, c'est le rôle de l'ingénierie, etc. Ouvrir le champ des possibles, ce n'est pas juste la technologie, hein, c'est évidemment l'ensemble des savoirs qu'on doit mettre au service de ces questions-là.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la reconnaissance qu'on n'a pas aujourd'hui toutes les solutions, tous les éléments de la solution, et qu'on a encore beaucoup de choses à inventer pour demain. Et on a cette responsabilité-là, et on a cette responsabilité de comprendre évidemment ce que ça peut ouvrir comme nouveaux horizons et comme nouvelles façons de penser les choses. Et dans le même temps, on a cette responsabilité incroyable de ne pas procrastiner, c'est-à-dire de ne pas attendre de l'innovation, qu'elle soit technique, sociétale, etc., de ne pas non plus simplement attendre la résolution demain de problèmes sur lesquels on a la nécessité aujourd'hui de commencer une action en fonction de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît, des diagnostics qu'on a et des solutions qu'on a entre les mains. Et cet équilibre-là, je pense, est un équilibre relativement important dans l'action à mener. On ne doit jamais être satisfait des solutions qu'on a et en même temps, on doit commencer à travailler avec les éléments de solution qu'on a pour mettre le monde en mouvement sur des horizons de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans qui sont extrêmement courts quand on réfléchit moins sur les blocages, je dirais, techniques ou hard, genre on a des infrastructures, etc., qui sont bien sûr importants. Une centrale électrique, ça dure 50 ans. Mais sur la révision d'un certain nombre, j'ai déjà dit, de contrats sociaux sur, par exemple, on a un monde, une des questions dans le climat, on a un monde qui s'est développé en disant que le transport ne coûtait rien. Le transport, en fait, ça coûte très cher en climat, en biodiversité, etc. Et ça, c'est un changement radical dans la façon dont on a construit la prospérité des 40 dernières années. Et 30 ans pour changer ça, c'est pas court. Merci Michel, merci pour cette problématique bien posée. Antoine, du coup, va être l'agronome qui va mettre en contexte cette présentation générale sur les enjeux et les questions d'impact. Donc Antoine, comment tu réagis aux propos de Michel et comment peut-être tu prolonges aussi? Attends, il faut que tu mettes ton micro. Voilà, donc si tu... Voilà, bien. Merci Michel, bonjour à tous. Je vais, évidemment, les nombreux thèmes évoqués par Michel parlent beaucoup aux agronomes et nous agitent depuis toujours, je dirais. Et, bon, et ces entretiens Olivier de Serres sont là pour ça. Il y a lors de 2 ans, lors d'une dernière rencontre, on a évoqué ces questions. Et je dirais, de façon générale, le message, c'est que les agronomes perçoivent une tension très forte entre, en fait, l'ancrage dans le réel où ils sont, puisque par définition, l'agronomie est une action d'abord auprès du local, des agriculteurs, et puis cette tension qui s'exerce sur les transitions. C'est-à-dire qu'on perçoit bien qu'il faut changer. Et du coup, je vais essayer de rebondir là-dessus en reprenant quelques points et en illustrant sur ce qui concerne plus particulièrement l'agriculture. Et puis quand même, je reviendrai sur les agronomes. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc ce point de vue local, puisque c'est celui des agronomes, évidemment, pose une difficulté quand on parle des cibles. Bon, j'ai bien entendu que maintenant, ce qui était nouveau, parce que moi, je me posais la question, finalement, qu'est-ce qui est nouveau? L'incantation a changé, elle a toujours existé. Bon, Michel a bien cadré sur qu'est-ce qui change, le cadre normatif, un agenda politique. Bon, et les cibles. Les cibles, c'est assez important. Et du coup, comment on les traduit? Du point de vue local, ces cibles, elles existent également. Elles existent à l'échelle planétaire, mais à l'échelle de l'exploitation agricole, il y a aussi des cibles. Et on va retrouver donc cette tension, et je pense que déjà, je peux dire que le changement d'échelle, l'articulation entre l'atteinte d'objectifs à l'échelle micro, donc l'exploitation agricole, éventuellement la parcelle, et puis l'atteinte d'objectifs à l'échelle planétaire, sachant qu'il y a des arbitrages entre ces différents niveaux, c'est-à-dire que l'optimisation à une échelle locale ne conduit pas forcément à une optimisation à l'échelle globale. Et c'est ça que les agronomes sont censés traiter. Voilà, ça c'est un peu, je pense que c'est le message général. Ensuite, je voudrais
rebondir sur le verrouillage sociotechnique, effectivement, qui est une clé de lecture intéressante en termes de diagnostic, de comprendre que les systèmes de culture que l'on a aujourd'hui se sont construits et résultent d'une histoire et qu'ils ont évolué dans un processus qu'on va appeler d'auto-renforcement. C'est particulièrement vrai en agriculture lorsqu'on parle du paquet technologique du blé, où on a combiné des innovations, fertilisants, variétés végétales, pesticides, autour d'un objectif. Et tout était extrêmement bien organisé, qui faisait que, par exemple, on a pu se focaliser sur la recherche du rendement maximal, parce qu'en fait, les intrants faisaient l'intendance. Alors ça s'est construit progressivement, mais pour en sortir, il y a une espèce de logique de verrouillage. Et cette logique, on la retrouve à l'échelle de la parcelle, mais on la retrouve évidemment à l'échelle des institutions. Et ça, c'est important de le comprendre et que les agronomes le comprennent. La mauvaise nouvelle, c'est que pour en sortir, c'est évidemment beaucoup plus difficile que pour y rentrer. Dans l'exemple d'une étude qu'on a pilotée avec Jean-Marc Ménard sur la diversification des cultures, parce qu'en fait, les verrous, ils existent tout au long des filières, depuis l'agrofourniture jusqu'au consommateur, mais aussi au niveau des leviers institutionnels, la politique agricole commune, évidemment, la réglementation, l'éducation et la recherche, évidemment, qui s'est organisée autour de ce modèle. Et du coup, quand on parle d'action, puisque c'est ça qui nous intéresse, le fait d'essayer de traiter une des composantes, par exemple, actuellement, on parle beaucoup de favoriser les légumineuses, d'introduire des légumineuses. Bon, ça fait 30 ou 40 ans qu'on essaie de le faire en focalisant sur cette mesure-là. En fait, ça n'y fait rien, parce que les autres composantes ont continué à s'auto-renforcer. Et aujourd'hui encore, malgré la espèce d'injonction sur la transition agroécologique, qui est quand même assez forte, y compris sur l'agenda politique, la spécialisation des systèmes de culture est encore à l'œuvre. Donc ça, c'est une question sur laquelle j'aimerais bien que Michel revienne après dans la discussion. Certes, il y a un agenda politique, et du coup, où est le chaînon manquant par rapport à ça? Alors, je ne vais pas être trop long, moi, deuxième point sur le pilotage, toujours pour revenir à cette tension entre le local et le global, nos objets à l'échelle de l'exploitation agricole font qu'on cherche à emmener les systèmes de culture vers les cibles que l'on a évoquées. Alors, il y a une question comment on décline les cibles globales, les objectifs de développement durable, à l'échelle locale. C'est extrêmement compliqué. On voit que dans les objectifs de développement durable, il y en a certains qui nous parlent beaucoup sur l'environnement, sur le climat, qu'on arrive à décliner. Mais on arrive quand même à un éventail de critères assez large. Alors, on arrive à concevoir des systèmes qui permettent de rechercher de bons compromis. Et ça, c'est une rupture assez forte. On n'est plus guidé par un objectif, par la recherche d'un optimum, le rendement ou une combinaison de critères, mais par un ensemble de critères à l'échelle locale, mais aussi à différentes échelles. Donc, cette évaluation multicritère, multi-échelle est vraiment un des défis majeurs pour les agronomes. Et ce qui est assez compliqué, c'est qu'il y a un autre changement radical pour moi qui s'est produit dans le secteur agricole, c'est qu'il y avait une certaine stabilité des modèles agricoles pendant plusieurs décennies, et qu'aujourd'hui, il y a une accélération, changement climatique, et on le voit dans nos projets où on essaie de concevoir des systèmes innovants beaucoup plus durables, on les conçoit ex ante, on les met en œuvre, et dès qu'on les met en œuvre, on bute sur la réalité.
On avait pensé que telle rotation allait se comporter correctement, et on bute sur la sécheresse qui fait que la culture ne peut pas être implantée. Et donc, ça rejoint ce que disait Michel sur l'articulation entre vraiment le court terme et le local. Je suis dans une parcelle, et puis l'atteinte de la cible. C'est une tension qui est très forte. Dans ce cadre-là, je pense que la question de l'optimalité est une des premières actions à remettre en question. On est très marqué dans la recherche agronomique par l'optimalité. On a optimisé les doses d'engrais, on a optimisé les variétés, on optimise tout. Et là, je pense qu'il y a une première clé, c'est qu'il faut passer probablement, on n'atteindra pas ces objectifs par l'assemblage de solutions optimales, mais plutôt par l'optimisation de l'assemblage de solutions. Et du coup, solutions qui ne sont pas nécessairement optimales. Bon, ça rejoint probablement des choses sur l'innovation, mais je ne peux pas développer là. Alors, pour revenir aux agronomes et pour m'arrêter, parce qu'il y a plein de choses à dire, évidemment, le contexte actuel de transition est assez favorable pour l'agronomie, par sa proximité avec le monde réel. Alors, là aussi une tension, parce que cette proximité, elle nous a joué des tours. Dans la Révolution verte, l'agronomie, les agronomes ont accompagné la Révolution verte, y compris dans ses excès. Mais l'agronomie a une certaine responsabilité aujourd'hui pour articuler ces différentes échelles, ce local et le global que Michel évoquait. Alors dedans, il y a de la prospective, il y a de la modélisation, enfin, il y a un certain nombre de choses que Michel a évoquées. Mais du coup, les questions se renouvellent sans cesse et s'accélèrent. Et du coup, l'agronomie vit en régime d'instabilité chronique permanent. Il faut en permanence diversifier les objets, élargir. Là, on voit bien qu'il faut prendre en compte les systèmes alimentaires et pas uniquement les systèmes de production, le changement climatique, la santé globale. Donc ça, cette tension est extrêmement forte. Alors, oui, je crois que je vais m'arrêter là, juste en disant à la fin que, évidemment, l'AFA essaye d'organiser ce débat. C'est aussi un message, une invitation à nous rejoindre, avec ces 4 missions principales. La première, c'est évidemment faire vivre la notion de carrefour interprofessionnel. Il y a une tension, il y a une espèce de... Oui, l'agronomie est écartelée par la diversité des métiers et maintenant la diversification des objets. Donc, il est important d'organiser ce dialogue. La question du diagnostic, c'est-à-dire capitaliser, comprendre le fonctionnement des agroécosystèmes, aussi, c'est le cœur de l'agronomie et qui doit s'étendre à de nouveaux objets, y compris des objets plus socio-techniques. La prospective pour laquelle il me semble que les agronomes ne sont pas assez présents, bon, Michel l'a dit, donc je n'ai pas de solution, mais ça fait partie d'une des missions de l'AFA. Évidemment, éclairer le débat public, quatrième mission, en proposant une lecture agronomique des politiques publiques, et puis en proposant des instruments d'évaluation ex ante et ex post à différentes échelles de temps et d'espace. Voilà. Merci Antoine. Peut-être Antoine a interpellé Michel, donc il peut répondre, mais en attendant, il y a une question de Laurent qui revient sur un point de Michel concernant donc Laurent qui dit, vous dites une vision normative en termes de résultats, mais la normativité n'est-elle pas plutôt dans le diagnostic et le constat actuel de ce qu'on ne doit plus faire? Car quelle certitude construire sur l'innocuité de solutions à déployer? Je pense que c'est une question, en gros, que vous avez partagée un peu, et donc peut-être relancer le débat entre vous à partir de cette question. Moi, je veux bien dire un mot parce que ça s'enchaîne tout à fait avec les quelques points sur lesquels Antoine m'interpelle. Attention, quand je disais normativité sur le futur, c'était justement pas une normativité sur les réponses. Là, je disais bien, on n'en a pas, puisque je disais même, on ne peut pas demander à des experts de la faire. Je reviendrai sur la question de l'optimisation. Donc, quand je disais qu'on a une forme de normativité, c'est quand même que, si on prend par exemple la question climatique,
on a l'obligation, si on veut rester dans un cadre vivable pour la planète, etc., si on écoute les scientifiques, d'arriver à limiter nos émissions à un certain niveau. C'est très différent de ce qu'on pouvait se donner avant comme objectif sur un certain nombre de sujets, qui était d'améliorer. On essayait de faire mieux. Là, on a quand même une espèce d'injonction de faire quelque chose de particulier. Ça, c'est normal. Ça devient normatif. Après, la façon de le faire, en effet, tout ce qu'on peut dire de façon un peu normative, c'est qu'il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Donc, je suis d'accord avec Laurent. Et la vraie question qui nous est posée, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je reviens sur le qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment on le construit. Alors là-dessus, moi, je suis entièrement d'accord. Ce qui a été dit sur l'optimalité, c'est exactement une autre façon de formuler ce que je disais sur le fait qu'à la fois on essaye de construire des visions d'espaces de solutions possibles. Et les espaces de solutions possibles, il y a des moments où il faut faire des choix. Je ne dis pas on fait on a des visions sur des espaces de solutions. Dans le domaine agronomique, par exemple, quand même, très clairement, et sur la question injonction climat-biodive, sur celle-là uniquement, on voit bien quand même qu'il y a un débat au niveau européen entre un cadre qui est un cadre de poursuite de la vision, je dirais, d'industrialisation de l'agriculture et finalement du modèle précédent, mais vers une plus grande optimalité et un contrôle d'absolument tous les intrants, ce qui sort, etc., etc. Et puis, il y a un modèle, on peut appeler d'agroécologique, qui n'est pas si défini que ça, mais qui est quand même une approche radicalement différente. Et pour l'instant, sur deux horizons comme ça, par exemple, ce qu'on peut quand même dire, c'est que pour l'action de court terme, ils ne sont pas compatibles. Donc, il y a un moment, il va falloir savoir quand même dans quel espace de solution on essaye de chercher la sortie, parce que ces deux-là, si je parle de qu'est-ce qu'il est urgent aujourd'hui de faire, de déployer de la recherche à l'action sur le terrain, ces deux cadres-là, ils ne sont pas complètement compatibles. Selon qu'on se dit qu'on veut refaire un peu d'élevage, mais sur des prairies, ou selon qu'on se dit qu'on va faire de la viande industrielle sans animal, ce n'est pas la même vision de ce que c'est que l'agriculture. Donc, mais même quand on a un cadre, comme on peut se construire, on en a un en France qu'on appelle la stratégie bas carbone, même quand on a un cadre comme ça, évidemment, il reste plein de trous, plein de controverses, plein de choses incertaines. Et donc, la seule façon d'avancer, c'est surtout pas, évidemment, d'essayer d'optimaliser quelque chose au sein de ça, puisqu'il faut qu'on laisse des espaces d'ouverture, de changement, de changement de cap possible, de choses qui ne fonctionnent pas, etc., etc. Sur la conduite du changement, moi, pour le dire très vite, ce qui me semble, c'est que le piège, et on est en train peut-être d'en sortir un peu, mais ce qui met en panne, c'est qu'entre les grandes injonctions globales et le terrain, le local, il y a deux pièges. Il y a un piège qui est de penser ce que j'ai dit, ça va venir en descendant. Tout le monde va se mettre au boulot entre les bonnes solutions, puis à un moment donné, on va dire aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. C'est totalement faux parce que les réponses s'inventent et ne peuvent s'inventer que par une connaissance du local, et notamment parce que c'est là qu'on peut intégrer les questions. Quand Antoine nous dit il faut intégrer les différents sujets, etc., moi je crois qu'il n'y a que là qu'on sait les intégrer et qu'on sait trouver des solutions. Ailleurs on n'arrive pas à intégrer des cadres entre le climat, la biodiversité, l'objectif agronomique, etc. Je crois qu'il n'y a vraiment qu'à partir de ce cadre-là qu'on y arrive. Mais l'autre injonction qui est très dangereuse et qu'on voit aujourd'hui en particulier sur le monde agricole, c'est l'injonction du changement individuel. C'est le fait de dire, tiens, c'est ça qui est bien, c'est ça qu'il faudrait faire, et donc toi, agriculteur Tartampion, ici ou là, c'est pas bien, tu ne peux pas continuer à faire ce que tu fais, tu dois faire autre chose. Et ça, mais on le vit à tous les niveaux. On le vit quand on nous dit faites les choses différemment, on va vous mettre une taxe sur l'essence et vous n'avez qu'à changer de comportement de transport, etc. Et cette injonction de changement individuel, évidemment, d'abord, c'est une vue de l'esprit, puisqu'on est dans ces systèmes dont Antoine a parlé, mais en plus, évidemment, ça ne peut pas amener personne à se mobiliser, alors que ce qu'on a besoin de remettre en question, c'est des cadres collectifs. Alors après, bien sûr, c'est compliqué quand on a dit ça, mais quand même, quand on commence à se dire, c'est dans nos construits collectifs. Et donc, si on veut changer quelque chose sur le fait que j'aille au travail en vélo, que j'aille au travail en voiture, ou que je change de voiture, ou je sais quoi, eh bien, il faut que j'en parle avec mes élus locaux. Il faut qu'on voit à ce niveau-là quelles sont les conditions pour que dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai des offres différentes. Aujourd'hui, on parle d'étiquetage alimentaire. On a un petit peu travaillé là-dessus à l'IDRI, puisque notamment on a développé des scénarios de ce que pourrait être une vision
une vision de transition agroécologique possible, en mettant beaucoup l'accent sur les questions de biodiversité, plus que climat d'ailleurs. Et on regardait les questions aujourd'hui d'étiquetage alimentaire, puisqu'il y a un travail qui est en train d'être fait là-dessus. Et on voit bien que l'étiquetage alimentaire, on peut le concevoir complètement comme un outil, un petit peu comme Yuka, sur simplement des choix individuels. Les gens se disent, je suis content, j'achète un beefsteak bio, j'achète une prune qui vient à côté de chez moi. Où on peut construire cette logique d'étiquetage, puisque c'est un des liens, évidemment, entre les individus et la façon dont se projette l'ensemble des chaînes de production, depuis l'agriculture jusqu'aux distributeurs, etc. Ben, cet outil, on peut le concevoir d'emblée comme faisant la différence entre deux visions de ce qu'il faut, comme changement systémique. Et c'est extrêmement différent. Et en fait, aujourd'hui, il y a une commission scientifique qui est censée donner les bonnes pondérations à différents critères, etc. Et je crois que si cette commission n'a pas un guide sur finalement vers quel choix systémique on essaye d'aller, il est à peu près impossible de créer simplement un référentiel d'étiquetage qui soit un référentiel à la fois utile pour une transition et qui informe de grand-chose. Donc, c'est un exemple, mais je crois que il y a ces deux pièges-là. Il y a le piège de l'action descendante, on y sera encore dans 1000 ans. Il y a le piège de l'injonction individuelle, aussi bien sur les firmes que sur les individus, qui met chacun, évidemment, qui met chacun au pied du mur, puisqu'on vit dans un monde qui n'est pas fait pour ces transitions et qu'on ne peut pas les penser tout seul et qu'on ne peut pas les mettre en action tout seul. À partir de là, c'est compliqué, c'est une remontée vers des cadres collectifs qu'il faut faire progressivement évoluer. Et faire évoluer, pourquoi ? Faire évoluer essentiellement pour que le changement soit moins risqué et pour que la convention devienne progressivement risquée. C'est ça qui est en jeu. C'est ça qui est en jeu. Il faut que les gens qui changent voient le risque de changer diminuer. Il faut que les gens qui ne bougent pas voient le fait de ne pas bouger devenir progressivement très risqué. Et cette deuxième-là, la première est plus facile, mais la deuxième injonction, elle est compliquée, parce que évidemment, créer du risque dans la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui, c'est créer du risque pour l'ensemble des acteurs qui font le boulot qu'ils font aujourd'hui à l'intérieur des cadres d'aujourd'hui, et ils ont raison de le faire quelque part, c'est ce qu'on leur a demandé jusque-là. Donc c'est évidemment quelque chose d'un peu progressif. Je vais poser une question parce qu'il n'y en a pas trop encore, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, j'avais une question sur la question des modèles, parce que Michel, tu viens de dire, en fait, il y a des modèles qui sont opposés entre le modèle industriel et le modèle agroécologique, et à un moment donné, ça ne va pas fonctionner, sauf qu'on pourrait se dire à l'inverse, et d'ailleurs Antoine disait, on est dans une diversification des modèles d'agriculture, et est-ce que justement, ce n'est pas ça aussi qu'il faut et qu'il faut concilier, c'est-à-dire que c'est la diversité des modèles qu'il faudrait essayer de faire vivre, en particulier à force égale, parce que le problème, c'est qu'il y a des modèles qui ont, par exemple, une capacité capitalistique beaucoup plus forte que d'autres, et du coup, il y a un modèle qui peut étouffer un autre. Mais comment est-ce que c'est vraiment des modèles qui sont opposés, ou est-ce qu'il ne faut pas justement trouver des solutions à la fois politiques, économiques, réglementaires et autres pour avoir une diversité de modèles d'agriculture à venir? Parce que c'est un modèle qui, quelque part, a été aussi un problème. Antoine, vas-y, Antoine. Oui. Non, effectivement, cette question agite l'AFA. Est-ce que l'AFA doit être militant d'un modèle? Alors, effectivement, si on regarde grossièrement, on se dit on a eu un modèle très efficace pendant 50 ans, modèle conventionnel, auquel on a tous contribué, et la recherche en particulier. Et puis maintenant, on parle d'un modèle agroécologique sans forcément les agriculteurs comprennent toujours ce que ça veut dire. En fait, Laurent a raison, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Et moi, ma perception, c'est que c'est effectivement sur l'ouverture du champ des possibles, la responsabilité, alors de la recherche en particulier, c'est d'ouvrir le champ des possibles. On a quand même l'impression que la recherche cherche toujours à être derrière un cadre défini. Donc, on a accompagné l'agriculture conventionnelle, et puis maintenant, on essaie de concevoir un nouveau modèle qui serait aussi stable que le précédent. Moi, j'y crois pas trop. Et donc, c'est pour ça que je reviens à cette question de l'optimalité. Il ne faut pas passer d'un modèle A à un modèle B. Alors peut-être il y a une question entre optimalité et optimisation. Il y a une question, la différence entre
optimaliser et optimiser. Si tu peux en profiter pour répondre à cette question. Oui, oui, alors bon, oui, alors je voulais rebondir sur ce que disait Michel. Je suis complètement d'accord sur. Alors, intégration locale, c'est vrai que c'est plus facile. Et du coup, il me semble qu'une des portes de sortie pour nous, sans devenir. On dit à la fin que nous, on n'est pas militant d'un modèle, d'un nouveau modèle, on est militant de la complexité et de la diversité des modèles. Je pense que ça, c'est important. Et du coup, le positionnement, c'est quand même plutôt, d'une part, élargir le champ des possibles. Et là, il faut qu'on s'affranchisse des chemins de transition et du verrouillage. Et là, la clé de lecture du verrouillage est importante, Michel. Dans la prospective, moi, j'en ai fait avec Michel Sébiot, on en a conduit quelques-unes. Je suis quand même frappé par ce verrouillage, c'est que les experts qui sont des situations prospectives, ils ouvrent assez largement au début, et puis quand il s'agit de consolider un peu les scénarios, ben quand même le réel et la situation actuelle, elle revient au galop, quoi, en disant mais non, ça c'est pas possible. Et ça, je pense qu'il faut vraiment ouvrir cette boîte, c'est donner à voir les impacts indirects à différentes échelles de temps et d'espace. Je vais m'expliquer, c'est l'intégration locale, on part du local, on dit voilà une trajectoire d'évolution, pas de progrès, mais on évolue et on donne à voir ce que ça va, les impacts à l'échelle locale, mais aussi tous les impacts induits. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'évidemment, il faut prendre en compte les effets indirects liés au comportement aussi des acteurs. Il y a les filières, mais également l'industrie, les politiques. Et ça, essayer de représenter ça, ça me paraît un défi. Alors bon, c'est peut-être illusoire de dire c'est modéliser le monde, hein, mais quand même, je pense qu'en tout cas, nous, ça nous aide dans un certain nombre de forums. Et donc, c'est une façon de répondre un peu à la question de l'optimalité ou de l'optimisation. Donc, il n'y a pas a priori, si on regarde les effets indirects, l'optimalité ou l'optimisation, elle vole en éclats. On donne à voir parce qu'en fait, il n'y a plus d'optimalité parce que ça change tout le temps. Le reste change. On tire un fil, mais ensuite, toutes les autres composantes changent. Et comment on pilote ça? Ça rejoint des questions sur les systèmes d'information, on n'en a pas parlé. Donc ça, c'est quand même les indicateurs. C'est quelque chose de très complexe parce que la question des bons indicateurs qui eux aussi sont hérités du monde d'avant. Voilà. Alors sur la question de optimiser versus optimaliser. Parce que tu as utilisé optimalité. Et donc, ouais. du coup… Non, mais l'optimalité, c'est plutôt un message vers nous, les chercheurs, où je suis frappé par Oui, je parlais des courbes de réponse à l'azote, mais on est toujours focalisé sur un objet, et quand même cette question de rechercher un optimum, elle est présente chez tout le monde. Elle n'est pas que chez l'agriculteur, lui c'est assez logique, c'est son business. Mais elle est aussi très présente dans la recherche privée, publique. Et du coup, on voit bien l'évolution. Prenez la sélection génétique. Que disent les généticiens? Les systèmes changent, ils vont être plus diversifiés. Dites-nous, vous agronomes, donnez-nous les traits qu'on va sélectionner. Mais ils vont sélectionner de la même façon qu'ils ont sélectionné le rendement pendant 50 ans. Or, la variété qui est mise en avant encore aujourd'hui, quand on parle de transition agroécologique, on dit qu'on a des leviers nouveaux, biocontrôle, génétique, agroéquipement. Mais on n'a pas changé de paradigme. Là. On n'a pas changé de paradigme. Voilà. Alors peut-être, Michel, réagir à ces questions de modèle. Je pense que, je crois que la question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière un modèle. Moi, quand je dis, il y a aujourd'hui, notamment sur ce sujet-là, des modèles qui s'opposent. C'est pas le modèle compris simplement comme voilà une uniformité technique, technologique, organisationnelle, et c'est comme ça qu'on doit faire de l'agriculture. C'est en gros le cadre dans lequel on pense le déploiement des solutions dont on peut disposer. Moi, je travaille plus dans le domaine énergétique, par exemple. Je ne vais pas vous dire qu'on va remplacer un modèle énergétique de grandes entreprises, etc., par quelque chose de totalement décentralisé. Ce n'est pas ça la question. La vraie question, par contre, c'est que quand on change le référentiel dans lequel on déploie des solutions techniques, dont certaines ne sont plus acceptables, dont d'autres existent et dont d'autres sont à inventer, il y a une vraie question de quel est le cadre
d'attendu dans lequel on déploie. Ça va quand même créer de fait des organisations nouvelles, ça va créer des hiérarchies nouvelles entre des solutions qui, dans ce cadre-là, seront bonnes, pourront cohabiter, et d'autres qui ne vont pas fonctionner. Et c'est bien sur ce cadre-là, je crois qu'il faut qu'on se dise quand même à un moment donné, est-ce qu'on reste dans le cadre d'avant ou est-ce qu'on est en train de réinventer un cadre dans lequel les attendus sont différents? C'est une autre façon de réassembler nos savoirs pour répondre à un certain nombre de questions. Et je voyais qu'il y avait une réaction sur le chat sur la question du temps. En fait, je pense que peut-être ce n'était pas explicite, mais qu'on en a pas mal parlé. C'est-à-dire qu'en effet, on est face à des choses qui se déploient sur des horizons d'un certain nombre de 10, 20, 30 ans. Et on est avec des systèmes dont les temps, je dirais, individuels, les temps intrinsèques, sont des temps extrêmement différents entre la biodiversité en dehors de nous, entre le temps auquel nous on déploie des solutions et le temps de politique, du changement, etc. C'est le problème permanent de mettre, et le temps de la découverte scientifique ou de son développement technologique. Et on a un vrai problème d'arriver à faire coïncider ces choses-là. Ok, je pense que Antoine aussi, tu partages la remarque de Jacques sur le besoin complètement, de… oui. Hein, il n'y a pas de souci. Donc, Non. on est d'accord. Et bon, ben, il nous reste, voilà, il est 14 heures, on est obligé de terminer, mais quand même, il faut que tu précises, Antoine, ce que tu entends par faire vivre le carrefour interprofessionnel. Je pense que Emmanuel, qui a posé cette question, n'est pas encore adhérente à l'AFA, donc on l'y encourage vivement. Oui, Et donc, c'est quoi faire vivre le carrefour interprofessionnel? Oui, les agronomes, ils sont partout. Ils sont agriculteurs, ils sont conseillers, ils sont enseignants, ils sont chercheurs, ils sont politiques, ils sont dans l'industrie et ils ont une vision du modèle, enfin de l'agriculture et de ce qu'il faut faire de leur point de vue. Et là, de partager ces regards différents et aussi des contraintes, parce que chacun est embarqué dans un réseau de contraintes et de partager ça, de comprendre ça pour essayer, comme le dit Michel, de créer, enfin pour sortir de la boîte, en fait. Il faut que chacun sorte de la boîte. Et il faut le faire collectivement parce que c'est individuellement qu'on doit sortir de sa boîte, mais aussi collectivement. Voilà, c'est ça, faire vivre. Bon, une fois qu'on a dit ça, c'est… il nous faut les agronomes. Donc, il nous faut les agronomes et donc adhérer à l'AFA. Et donc la semaine prochaine, on entrera dans des détails par des points de vue sur chacune des transitions. Et la semaine prochaine, on parlera de transition alimentaire avec Nicolas Bricas et Philippe Pointreau. Et donc, rendez-vous à 13 h la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci Michel, merci Antoine, merci de cette… Bon, il n'y a pas eu beaucoup de questions, il y en a qui arrivent maintenant, un peu tard, mais merci à vous pour avoir bien cadré ce sujet. À bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Philippe. Merci, au revoir.